and burn my shadow away. 3 ans après qu'X-Men ait fait péter les records, arrive enfin la suite tant attendue, X-Men 2. Le film commence sur un mutant du nom de Kurt Wagner, alias Diablo, joué par Alan Cumming, qui utilise ses pouvoirs de téléportation pour offrir l'une des scènes super-héroïques les plus cool du monde et qui fera fantasmer les geeks, et donneront l'idée stupide à des producteurs de faire Jumper. Il essaye d'assassiner le président des États-Unis, mais il est arrêté à temps, ce qui non seulement relance le projet de loi sur le contrôle des mutants, mais amène au retour du colonel William Stryker, joué par Brian Cox. Ce dernier, après avoir interrogé Magneto dans sa cellule grâce à un produit permettant d'hypnotiser quelqu'un, a découvert l'emplacement de l'école de Xavier, ainsi que la base des X-Men et surtout l'emplacement de Cerebro, la machine permettant à Xavier d'étendre sa portée télépathique au monde entier pour retrouver et se connecter à n'importe qui. Et donc, avec l'approbation du président, Stryker s'apprête à attaquer l'école. Ça tombe bien, c'est le moment qu'a choisi Wolverine pour revenir à l'école après avoir été déçu de n'avoir rien trouvé sur son passé là où Xavier l'a envoyé. Il retrouve Malicia et les autres X-Men et fait un peu plus connaissance avec Bobby, qui est devenu le petit ami de Malicia. Alors comment vous faites pour... On n'a pas encore trouvé. Oh Bobby, la solution est pourtant simple. Il retrouve aussi Tornade. Coucou, ainsi que Jean, qu'il veut toujours se faire et qui a dernièrement des problèmes liés à ses pouvoirs. Et bien sûr, il retrouve, avec émotion et déchirement, Cyclope. Tu me souhaites pas la bienvenue? Ta moto est à sec. Alors on va faire le plein? Xavier et Cyclope vont voir Magneto pour savoir qui est derrière l'attentat, mais c'est un piège de Stryker pour le capturer. Jean et Tornade de leur côté vont retrouver Diablo et découvrent qu'il a été utilisé. Et Wolverine fait face aux équipes d'intervention qui attaquent l'école. Les mutants font de leur mieux pour s'échapper, on y croise notamment Shadowcat et Colossus. Wolverine se retrouve avec Malicia, Iceberg et John, alias Pyro, joué par Aaron Stanford, qui a le pouvoir de manipuler les flammes. Avant de s'enfuir, Wolverine croise Stryker, qui semble le connaître. Mais entre la découverte de ses origines et la survie des enfants, Wolverine choisit vite. Ils vont se réfugier chez les parents de Bobby, ce qui offre quelques des scènes les plus drôles du film. Qui est cet homme? C'est le professeur Logan. Mais après quelques problèmes familiaux, il retrouve Jean et Tornade pour ensuite retrouver Magneto qui s'est évadé de prison grâce à l'aide de sa chair mystique. Magneto propose d'unir leurs forces car Stryker a un plan pour exterminer tous les mutants. Ce plan consiste à manipuler l'esprit de Xavier avec son fils mutant Jason, qui est réduit à l'état de légume, pour forcer Xavier à utiliser une copie de Cerebro créée par Stryker pour qu'il utilise son pouvoir pour tuer tous les mutants à travers le monde en un coup. Plan tout aussi brillant que le premier film, voire plus, car ça exploite un élément scénaristique du premier film et l'amène d'une manière dont on ne pouvait pas se douter. Qui aurait cru avant ce film que Cerebro puisse être aussi dangereux? Et pourtant, quand on le voit maintenant, ça paraît très logique. Mais comme le plan de Magneto dans le premier film, on peut trouver un petit point noir, comme par exemple, si les mutants sont le nouveau stade de l'évolution humaine, ça veut dire qu'il va exterminer aussi l'humanité avec sa machine. Donc les mutants unifiés s'attaquent à la base secrète de Stryker. Et après un chouette enchaînement de scènes très cool, notamment Wolverine qui combat... quel Ah d'accord. Stryker lance son plan, mais Magneto arrête Cerebro avant que les mutants ne soient éradiqués. Mais Magneto voit en cette situation une preuve de plus de la perfidie des humains, et se permet de modifier la machine et de tromper le fils de légumes de Stryker pour retourner Cerebro contre les humains avant de s'enfuir avec Mystique et Pyro qui décident de rejoindre la confrérie. Heureusement, Tornade et Diablo arrivent à réveiller le professeur juste à temps vu que la base s'apprête à être engloutie à cause de tout ce bordel. Logan fait face une dernière fois à Stryker pour refaire le choix qu'il a fait au début, laisser son passé mystérieux derrière lui pour aider les mutants. Mais durant la catastrophe, Jean est obligé de sacrifier sa vie pour sauver sa famille. Tout ce bordel permet de faire comprendre que cette guerre qui couve entre les humains et les mutants a déjà provoqué des pertes, et que c'est le moment d'enterrer les armes avant qu'il n'y en ait plus. C'est un moment historique. Le moment de répéter les erreurs du passé, ou de travailler ensemble à un avenir meilleur. Nous serons toujours là, Monsieur le Président. La balle est dans votre camp.
On vous aura à l'œil. Donc la vie reprend son cours avec l'espoir que l'humanité comprendra la leçon et avec la tristesse d'avoir perdu Jean. Mais Xavier sent que quelque part, elle est toujours en vie, mais juste sur le point de revenir pour révéler un nouveau stade de l'évolution, un stade au-delà des mutants. Et pas une schizophrène à la con qui veut tout faire péter pour rien parce que Xavier trouvait que c'était mieux de bidouiller son cerveau quand elle était gosse pour ne pas laisser réprimer ses poux. Pardon, je dois garder ça pour l'air spoiler. Donc, est-ce que X-Men 2 est un bon film? Oui, et pas qu'un peu. C'est un très bon pilier du genre des super-héros. Mais je ne le trouve pas aussi bon que le premier film. Mon principal problème est que le film est moins intimiste et moins intéressé aux personnages. Ils ne sont pas pour autant envoyés à la poubelle et on a quelques bons moments de développement de personnages, mais c'est pas aussi prenant ou touchant que le premier film. Ce qui n'est pas un mal en soi, le film reste bon avec des personnages parfaitement exploités, et puis après nous avoir emmerdé pendant tout un film pour bien nous habituer aux personnages, c'est normal de passer direct à l'action. Surtout qu'en plus, il a beaucoup de personnages à exploiter cette fois-ci. Wolverine est exploité d'une façon brillante. On illustre parfaitement son obsession pour son passé, ce qui amène à des scènes assez malines comme celle où Wolverine pose sa main sur l'ombre de Stryker alors qu'ils sont séparés par de la glace. Pour Wolverine, c'est un moment d'émotion où il reprend contact enfin avec le passé qu'il a tant cherché. Mais pour Stryker, c'est juste un mur de glace à péter. Il essaye d'obtenir des réponses, mais il n'obtient que plus de réponses le remettant en question sur qui il est. Alors que Stryker essaye de lui dire des choses dont rien ne prouve la vérité ou les mensonges et ne font que l'embrouiller. Pour au final, laisser le passé derrière lui. Car au final, ça n'a pas d'importance. Jean est un peu plus mise en avant ici. Son pouvoir commence à devenir trop grand pour elle, chose apparemment due à la machine de Magneto à la fin du 1, et durant tout le film elle utilise ses pouvoirs des plus impressionnants tout en craignant que son pouvoir va provoquer et ce qu'elle va provoquer. Ce qui fait que le sacrifice est la meilleure solution à ses yeux. Mais contrairement à cette bouse d'X-Men 3, son pouvoir n'est pas vraiment montré comme un futur catastrophique, mais plutôt comme le début de quelque chose de grandiose, un nouveau stade dans l'évolution, requestionnant tout, ou pas, faisons-en juste une tarée, connard de Ratner. D'ailleurs, la pseudo-romance entre Wolverine et Jean est pratiquement améliorée, parce que là, on montre vraiment leur relation comme un flirt. Un Wolverine qui veut juste s'envoyer en l'air avec Jean, et Jean qui le trouve juste sympa d'essayer. D'ailleurs, ça amène à une chouette petite scène où Mystique joue avec Wolverine pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux à la fin ?» Alors avec la certitude de Wolverine qui sera conclue à la fin. Malicia est hélas mise en arrière-plan, mais on a tout de même de chouettes scènes avec elle. Votre couleur est absolument exquise. Viens, on s'en va. Cyclope aussi, mais au moins il a un moment où il brille émotionnellement avec la mort de Jean, ce qui est déjà mieux que rien. Bobby et Tornade par contre sont un peu plus mis en avant. Bobby est montré comme un ado sympa mais confus par sa situation. Comment faire avec Malicia? Dois-je risquer ma peau pour l'embrasser ou pas? Comment faire avec mes parents? Dois-je leur dire que je suis un mutant ou pas? Tiens d'ailleurs, à ceux qui me trouvent débile de croire que les mutants étaient une allégorie aux homosexuels... Est-ce que tu as essayé de ne pas être mutant? Tornade n'a pas droit à tant d'exploitation, mais elle est maintenant un peu plus consistante. Elle déteste les humains, et pour des raisons compréhensibles. Donc pourquoi elle fait en sorte de les sauver quand même? Ce n'est pas dit directement, mais c'est facile d'imaginer. C'est peut-être parce que les humains ne doivent pas être combattus, car ça n'apporterait que des représailles, ce qui fait grandir encore plus sa haine pour les humains. On ne peut pas les combattre. Ou encore mieux, car en faisant ainsi, elle prouve qu'ils ont tort, ce qui est une plus belle victoire contre les humains. Xavier, lui, voit sa bonté et son pacifisme complètement déformés. Son moyen de se connecter à toute la population, déformé en arme. Son envie d'aider des âmes perdues, utilisée pour abuser de lui. Son amitié pour Eric, qui l'amène à le voir pour l'amener à arrêter son combat contre les humains, piégé pour forcer la guerre qu'il essaye d'éviter. Ce n'est pas mis au premier plan, mais comme le reste c'est suggéré et laisse songeur de ce regard qu'il lance à celui qu'il a utilisé comme une arme. Magneto, lui, n'a pas de réelle avancée, et il n'est pas censé en avoir. C'est l'extrémiste qui voit ce qu'il veut voir, que l'humanité est une abomination vouée à disparaître pour le bien de tous. Et d'ailleurs, Ian McKellen l'interprète toujours avec une grande classe qui le rend très charismatique. Mystique est mieux exploité en termes d'action. On voit plus à quel point cette femme est badass, agile et plus forte en infiltration que Solid Snake. Les nouveaux personnages aussi ont leur compte de développement très chouette.
À commencer par celui qui devient le nouveau préféré des fans, Diablo. Non seulement il a un pouvoir super cool, offrant une superbe scène d'action, mais c'est aussi un être touchant, rigolo, et tout aussi optimiste que Xavier. Oh, et religieux, ce qui donne une bonne consistance au personnage, montre l'ampleur religieuse de la situation, et ça donne aussi plus de dimension à l'évolution de Jean qui commence à être vue comme l'arrivée de Dieu sur Terre, le signe ultime. Après tout, elle meurt pour ressusciter dans cette scène. Pyro est aussi un très chouette personnage, mais pour des raisons différentes. Ce mec est juste cool dans sa façon d'être un petit con prétentieux qui a envie de cramer des humains pour le plaisir. Mais il n'est pas complètement connard. Il a une haine envers les humains qui, encore une fois, est compréhensible. Mais contrairement à Tornade, il laisse parler sa colère, sa jalousie, pour tuer des humains avec plaisir et rejoindre la confrérie à la fin. Striker est un excellent méchant. On exploite assez bien le fait qu'il est inférieur aux mutants en le montrant physiquement limité au combat, mais intellectuellement plus vicieux et fermé. En gros, comment Magneto voit les humains. Ce qui va avec la remise en question du but de Xavier, qui doit maintenant affronter l'incarnation du pire de l'humanité. Mais c'est aussi un personnage qui n'oublie pas d'être humain. Il a une peur liée à une haine des mutants qui l'amène à les considérer comme une maladie. Et quand il a découvert que son fils était un mutant, ça l'a traumatisé au point d'être aveuglé par sa haine. Et vous m'aviez demandé de guérir votre fils, mais la mutation n'est pas une maladie. Vous mentez! Vous aviez plus peur de lui que moi-même. Vous savez, 1 an à peine après que Jason soit revenu de votre école, ma femme, vous voyez, il nous en voulait à nous. Il ne nous pardonnait pas pour ce qu'il était. Il aime toujours son fils, mais pour lui, son fils est mort quand il s'est révélé être mutant. Seigneur William, c'est votre fils. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Non, Charles. Mon fils est mort. Vous êtes tous morts. Encore une fois, si vous me trouviez con que je fasse la référence aux homosexuels, vous avez un mec qui découvre le secret de son fils, qui le rend exceptionnel, qui l'envoie dans une école pour le guérir de ce qui le rend exceptionnel, et qui ne fait qu'aggraver la situation pour le père et le fils. Et Kelly Hu, dans le rôle de Lady Deathstrike, est juste un pantin aux ordres de Striker pour une très chouette scène d'action. Mais bon, j'ai un faible pour Kelly Hu, même si elle n'est pas aussi jolie que d'habitude. Je parle plus des personnages que des acteurs, mais c'est pour une raison simple. Tous les acteurs sont bons. Brian Cox est excellent, Hugh Jackman est excellent, Ian McKellen est excellent, Alan Cumming est génial, même Rebecca Romijn Jean joue plutôt bien, alors qu'elle est censée être la bimbo salope du groupe. Ses expressions faciales rendent ces situations plus prenantes et amusantes, et rajoutent un peu de mystère à son personnage en laissant suggérer ce qui lui passe dans la tête. Et elle forme un très chouette duo avec Magneto. J'aime la façon dont ils sourient tous deux en se moquant des X-Men, ou le fait que Magneto n'explique même pas ce qu'il fait au Cérébro à Mystique. Elle fait juste ce qu'il faut pour aller dans sa direction, sans chercher à comprendre, parce qu'ils se comprennent déjà parfaitement. La mise en scène est toujours excellente, on a de très beaux plans et les scènes d'action sont bien mises en valeur, scènes d'action assez créatives d'ailleurs, mais qui hélas montrent un petit problème du film. Il n'y a pas de véritable climax, de point d'orgue. Chaque scène d'action est très chouette et novateur, mais aucun n'atteint un point orgasmique dans l'énergie, le spectacle ou même le suspense. Ce qui est con, car le premier avait un super climax à la fin. Et qu'il y a du potentiel pour faire des scènes d'action allant justement jusqu'à l'orgasme cinématographique. C'est juste dommage que le film ne l'exploite jamais. La production design par contre est gigantesque. D'ailleurs, en termes de production de design et de spectacle, ce film surpasse Blade 2 et Spider-Man 2. Les décors sont gigantesques, les scènes d'action sont dantesques, et les designs sont très chouettes. C'est clairement un film beaucoup plus épique qui se dit « Ok, on t'a bien présenté l'univers, maintenant on te fait X-Men à fond !» L'humour aussi est toujours aussi sympathique. Vous êtes professeur de quoi au juste, monsieur Logan? D'art. Et la musique J'en profite pour un petit coup de gueule. Pourquoi tant de films de super-héros changent leur musique dans la suite? Sérieusement, Robocop 2, Hellboy 2, Iron Man 2, Thor 2, Captain America 2, Amazing Spider-Man 2, ou même le retour de la momie, mais qu'est-ce que vous foutez? L'un des intérêts des suites et des sagas est de garder une sensation de retrouver cet univers. Et la musique fait partie de cet univers, justement. Regardez les meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, ou même The Dark Knight et Spider-Man. Ils gardent leurs thèmes musicaux dans chaque épisode. Même Pirates des Caraïbes et Shrek l'ont compris.
putain, même Transformers ou les 4 Fantastiques ont compris ça. Changer complètement la musique rend la suite moins mémorable, car à force de chercher à remplacer toutes les musiques, on finit par faire une BO moins aspirée, parce qu'on n'a pas voulu reprendre les musiques déjà composées. Et si c'est pour une connerie de copyright, allez vous faire foutre. Vous avez la licence du film, pourquoi pas la musique? Si vous voulez faire de nouvelles musiques, ok, faites-le. Mais intégrez-les aux musiques qui étaient là depuis le début, au lieu de les remplacer. Merde! Bon, et la musique de John Ottman, qui revient pour bosser avec Bryan Singer, est épique, mais il n'a qu'un thème marquant, et c'est le thème principal. Qui est cool, mais le reste n'est pas aussi envoûtant que la musique de Michael Kamen. Dans l'ensemble, X-Men 2 est une très bonne suite et un très bon divertissement qui n'oublie pas son message et son intelligence. C'est juste dommage qu'il ne va jamais à fond de son spectacle et qu'on ne retrouve pas l'ambiance qui faisait le charme du premier film. Mais enfin, après ça, Bryan Singer a hélas laissé tomber la saga pour laisser la Fox la foutre en l'air de la pire façon qui soit. Mais bon, difficile de blâmer Bryan Singer quand on voit ce qu'il est allé faire au lieu d'un X-Men 3. Rendez-vous demain où nous parlerons de Superman Returns. Tout ça, c'est ma faute. On a découvert que c'est les mâles qui portent les gènes mutants et qui peuvent les transmettre. Alors c'est sa faute à lui.